Allez, on va commencer, les autres rattraperont. Voilà, bienvenue au troisième webinaire sur l'histoire qui va être animé pour le troisième jeudi consécutif par Maria. Donc voilà, Maria enseigne dans un établissement dans le comité de Madrid. Elle est formatrice pour le compte de l'Institut français d'Espagne, maintenant notamment lors de la dernière université d'été. Voilà, comme pour les autres webinaires, dans la mesure du possible, s'il vous plaît, c'est bien pour nous, pour Maria et moi, de pouvoir voir vos visages, vos caméras. Voilà, ça lui permet de voir vos réactions, de pouvoir ajuster aussi ce qu'elle veut dire par rapport à vos réactions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, voilà, interagir avec elle dans le chat. Voilà, j'ai mis sous silence vos micros, mais vous pouvez les réactiver quand vous voulez pour poser des questions, bien sûr, pour que ça soit le plus dynamique possible. Voilà, bah écoute, Maria, encore merci à toi pour ce troisième webinaire. Je te cède la parole. Et voilà, je vous prie de m'excuser un moment, je serai obligée de partir, mais je laisserai ma caméra puisqu'on a une autre formation, cette fois-ci en présence à l'Institut, qu'il faut que j'aille clôturer. Voilà, merci Maria. Merci Aude. Merci et bonjour à tout le monde. Encore un après-midi ensemble. C'est le dernier webinaire de cette série voilà, des webinaires à propos des développements, le dessin des situations d'apprentissage. Donc aujourd'hui, je vous propose de parler de ce que j'appelle la dernière situation d'apprentissage que je développe en Bachivac. En fait, je suis en train de développer maintenant cette situation d'apprentissage. Je vous montre ce que je suis en train de faire maintenant et ce que j'ai fait l'année dernière. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous apporter énormément d'évidence de cette année, mais par contre, je vous garde voilà, un petit extrait voilà, de la dernière activité d'évaluation qu'on va faire ensemble, mes élèves et moi. J'espère que vous allez aimer parce que moi, en fait, je suis très contente des résultats qu'on est en train d'obtenir. Donc, voilà. Donc, cette situation d'apprentissage, la formation ou le webinaire que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aborder comment l'Espagne et la France abordent l'après-guerre, d'accord? Comment l'Espagne et la France envisagent une nouvelle situation après la Seconde Guerre mondiale et un nouvel ordre mondial avec des régimes très différents. On va parler comment l'Espagne se trouve dans un régime dictatorial, dans un régime totalitaire, tandis que la France va reconquérir sa démocratie à travers la 4e et la 5e République. Comme toujours, je vais vous montrer des activités d'évaluation que je suis en train de faire, des ressources que j'utilise. Et on va encore parler de cette situation d'apprentissage sous le contexte de l'épreuve externe. Bien sûr, je n'ai pas encore d'évidence des preuves que j'ai fait que j'ai fait en cours maintenant parce qu'on n'a pas encore fait la dernière épreuve, mais par contre, je vous montre des exemples, des corrections voilà, de l'épreuve externe de l'année dernière qui a touché précisément un sujet qui peut, se travailler dans cette situation d'apprentissage. Donc, voici la grande problématique que j'ai envisagée pour cette situation d'apprentissage. Donc, quelles mesures les contextes politiques, économiques et sociaux de l'après-guerre, de l'après-Seconde Guerre mondiale en Espagne et en France ont influencé l'évolution de leurs régimes respectifs et leur position sur les scènes internationales. Donc, comme vous voyez, c'est une problématique très, très ambitieuse parce que cette situation d'apprentissage, à mon avis, ou au moins telle comme je l'envisage, c'est une situation d'apprentissage qui garde pas mal de soucis, disons. C'est une situation d'apprentissage très longue, d'accord, très très longue, que je développe pendant un mois, plus ou moins. Et c'est une situation d'apprentissage qui demande que les élèves aient déjà une bonne base en histoire.
parce qu'il y aura certains sujets, certains éléments, certaines connaissances que les élèves, il faut impérativement qu'ils y aient. Comme par exemple tout ce qui est le combat pour le combat pour la justice et l'égalité sociale, tout ce qui est le développement économique du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils révisent un peu des situations d'apprentissage qui sont déjà travaillées en cours et qu'ils les appliquent maintenant. D'accord? Pas exactement comme contenu, disons, d'examen, par exemple, mais oui, comme élément, comme des savoirs qu'il faut absolument qu'ils connaissent, parce que sinon, ça se fait un peu compliqué voilà, de bien comprendre. Même, bien sûr, on peut faire référence voilà, à des questions qu'on a déjà travaillées, on peut faire un petit rappel dans un moment donné, mais c'est vrai que moi, je demande à mes élèves c'est le moment de commencer à réviser, comme ça, c'est aussi utile et pratique, tenant compte que les épreuves externes se déroulent en question d'un mois. Et cette année, c'est encore plus compliqué pour moi parce que, en fait, lundi, je pars en Erasmus pendant 10 jours. Donc voilà, c'est encore plus challenge. Donc, je vais vous prier, comme tous les jeudis, de sortir vos portables et scanner le code QR et répondre à la question sur Mentimeter, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais essayer aussi de travailler avec vous, enfin de corriger avec vous une épreuve sur Mentimeter. On verra bien qu'est-ce que c'est la donne. Voilà, je vais sur Mentimeter. Alors, juste un petit moment, Mentimeter est en train de charger vos réponses. Ok. Ok. Donc, Sí, ara m'han recordat que tinc una formació. Sí. ok, donc, quelles compétences peut-on principalement travailler dans cette situation d'apprentissage? C'est bon? Vous êtes bien là? Juste un petit moment, parce que Mentimeter sera encore de charger les résultats. Ok. Ok. Donc, ok, donc pour la première question, je vous montre les résultats, d'accord? Pour la première question, quelles compétences peut-on principalement travailler dans cette situation d'apprentissage?
vous avez surtout signalé que la compétence 1 et la compétence 5, effectivement. Et aussi la compétence 6. OK. Allez, je vais revenir en arrière. C'est vrai que la compétence 1, c'est un peu la compétence qu'on avait vue par rapport à la construction des États démocratiques tant en Espagne qu'en France, reconnaître l'importance voilà, du processus des constitutions de 1978, 1978 je dis bien, dans les cas de l'Espagne, la constitution de la Ve République, ça c'est clair. Mais c'est vrai aussi que la situation d'apprentissage 6 est une situation d'apprentissage qui peut nous aider à envisager cette situation d'apprentissage. Et pourquoi? Parce que la compétence spécifique 1 est une compétence qui nous met surtout, mais vous voyez comment, enfin, comme vous le savez, la compétence spécifique, la compétence spécifique 1 est enfin, toutes les compétences spécifiques peuvent être changées, d'accord? Donc, elles peuvent être adaptées à nos intérêts. Mais c'est vrai que la compétence spécifique 1 aborde notamment tout ce qui est l'origine de la construction de l'État démocratique de nos jours. D'accord? Donc, moi, je préfère notamment travailler la compétence spécifique 6 dans cette situation d'apprentissage parce que tel que vous allez le voir, c'est une compétence qui nous permet voilà, d'aborder comment l'Espagne et la France entrent dans la démocratie et se situent dans le monde. D'accord? Mais quand je vous ai déjà signalé plusieurs fois, c'est vrai que les compétences spécifiques, les différentes compétences peuvent parfaitement être échangées entre elles et peuvent aussi être modifiées, adaptées. Donc voilà, c'est vrai que ça dépend un peu de comment vous envisagez, comment vous organisez vos situations d'apprentissage. D'accord? Donc voilà, je vais vous montrer en tout cas comment moi je le fais pour cette situation d'apprentissage. Voilà. Vous voyez correctement le Canva? Non? Non, c'est resté sur faisons un quiz. Enfin, pour moi, ça n'a pas bougé. Ok, donc c'est... Alors, c'est moi. Voilà. Vous voyez l'image? Enfin, pas l'image, mais Maintenant, l'intention éducative, connaissance, objectif, compétence? oui. Ok, super. Donc, comme toujours, je vous montre comment je fais voilà, pour organiser la situation d'apprentissage, comme toujours, 4 axes, intention éducative, connaissance, objectif et compétence, d'accord? Dans ces cas, pour la compétence, pour l'intention éducative, on va, voilà, on va se concentrer sur ces 3 éléments, d'accord? D'abord, comprendre les fondements idéologiques du franquisme et ses relations internationales. Juste un petit détail. J'utilise le mot franquisme, même si je n'aime pas trop, d'accord? C'est vrai que c'est un mot, voilà, pour définir la dictature de Franco, très habituel, que les élèves sont assez habitués à utiliser, et nous, on est assez habitués à l'utiliser, mais je ne le trouve pas trop pertinent. Mais bon, comprendre les fondements idéologiques du franquisme et sa relation internationale, ainsi que les résistances et luttes pour la démocratie en Espagne, et analyser la reconstruction de la France après 1945, après la Seconde Guerre mondiale, et son rôle dans la guerre froide. On va tout simplement signaler quel est le rôle de la France par rapport à la guerre froide, dès qu'on va aborder la situation de la décolonisation. D'accord? En deuxième lieu, analyser les défis et les avancées de la transition démocratique en Espagne et de l'évolution institutionnelle de la France sous la Ve République. Et bien sûr, comprendre
l'intégration de ces deux pays dans la construction européenne. Sans doute, hein, c'est l'un des éléments les plus importants, voilà, de la situation d'apprentissage, même si pour le moment, je n'ai jamais vu un exercice de Bachivac, épreuve externe, concernant la construction de l'Union européenne ou l'intégration de l'Espagne et la France dans l'Union européenne. Mais quand même, il faut le travailler parce que c'est un sujet qui est là au fond tout le temps. Réfléchit aux enjeux actuels et futurs, notamment en matière de développement durable et de coopération mondiale. Dès qu'on verra les défis de l'actualité, on va revenir encore à voilà, les développements durables, les défis par rapport à l'écologie, par rapport à la coopération mondiale, enfin tout cela. Et en fait, on a déjà travaillé dans une situation d'apprentissage précédente, d'accord, où on a travaillé effectivement par rapport au développement durable. D'accord. Et en ce qui concerne les connaissances, 3 éléments clés. La France et l'Espagne après la Seconde Guerre mondiale, défis, construction politique, etc., évolution politique et sociale et mémoire démocratique. Okay. Pour les objectifs, 3, je vous insiste encore sur l'importance de fixer des objectifs abordables, faisables, identifier les principales caractéristiques politiques, économiques et sociales de l'Espagne de Franco et de la France d'après-guerre, analyser les dynamiques de répression, résistance. On va revenir sur le sujet, sur le thème de l'exil. Vous vous rappelez qu'on a parlé de l'exil pendant notre premier webinaire, ainsi que les mouvements pour la démocratie. Là, bien sûr, on va parler de l'Espagne et la France qui collaborent énormément à ce moment-là. Étudier le rôle de la France dans la guerre froide et les conflits coloniaux et comprendre l'évolution des relations internationales de l'Espagne et de la France dans un contexte de transformation mondiale. Pour les compétences, moi, j'insiste moins, hein, c'est-à-dire c'est un choix personnel. J'aborde la compétence spécifique 6 notamment, et bien sûr la 7 et la 8. Quand je vous insiste, pendant ces webinaires, la compétence spécifique 7 qui va aborder, qui va concerner les rôles des genres et oui, les rôles des genres et la compétence spécifique 8 par rapport aux conservation du patrimoine, montrer voilà, un respect pour le travail des historiens, etc. C'est une compétence qui va très bien en général pendant toute l'année. Voilà, la fiche, comme toujours, la fiche d'organisation de la situation d'apprentissage. J'insiste pas trop, voilà, sur l'organisation que moi j'utilise, que je trouve intéressante et voilà, et pratique surtout. Quelques ressources web. La semaine dernière, je vous avais montré comme l'hémérothèque de l'ABF. C'est une web très intéressante très pertinente, voilà, pour s'approcher directement aux sources premières. Mais maintenant, je rajoute encore d'autres ressources qui sont effectivement très importantes pour cette question. L'hémérothèque, si on veut dire comme ça, del país, l'hémérothèque du monde diplomatique et de Libération. D'accord? Les deux, comme vous le savez, des journaux français. Pour les ressources vidéo, je vous ai signalé 5 vidéos qu'il me semble très intéressantes pour travailler en cours. Tout d'abord, une petite vidéo de 8 minutes qu'on va voir tout de suite, qui fait un résumé assez bien fait à propos de la dictature de Franco, en question de 8 minutes. C'est d'une chaîne YouTube qui s'appelle Mémoire de poisson, c'est-à-dire Memorias de pez. Puis après, de l'archive de Radio-Télévision espagnole. Vous pouvez trouver plein d'archives très intéressants. Moi, j'ai récupéré celui de la Marche verte. Et puis après, une autre vidéo, petite vidéo,
à propos de la refondation de la République par rapport à la 4e République, les faux documentaires du 23F, del 23F, on va en parler tout de suite aussi, et une vidéo que je vous montrerai à la fin, très intéressant, à propos des clés de la construction de l'Union européenne. Donc, cette situation d'apprentissage, je la divise en 5 séquences, d'accord? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une situation d'apprentissage très longue. C'est très longue, mais à la fois très intéressant pour les élèves. Les élèves, normalement, ils vont énormément aimer qu'on leur raconte des choses, voilà, de l'histoire la plus récente. Et normalement, ils vont pouvoir aussi faire allusion, faire référence à des histoires familiales qui me semblent très, très intéressantes et très enrichissante, d'accord, parce que, comme vous le savez, l'un des objectifs de cette matière est de récupérer, maintenir la mémoire collective. Donc, j'essaie d'encourager à mes élèves de parler avec leurs aînés. Et, donc, voilà, c'est vrai que c'est une situation d'apprentissage très longue. On est à la fin de l'année, normalement, quand on aborde tout cela, les élèves sont fatigués, ils sont nerveux parce que l'épreuve externe approche, mais à la fois, c'est une situation d'apprentissage très, très, très intéressante pour eux. Donc, je divise, comme je vous ai dit, en 5 séquences, d'accord? La première séquence, c'est l'Espagne après la Seconde Guerre mondiale, et on aborde, on va le voir tout de suite, le régime franquiste et la lutte pour le retour à la normalité démocratique. La séquence numéro 2 aborde la situation de la France par rapport à sa reconstruction démocratique après la Seconde Guerre mondiale. On aborde la 4e République et la décolonisation sous le contexte de la 4e République et la 5e République avec De Gaulle. Puis après, la troisième séquence aborde la transition en Espagne, c'est-à-dire ce processus de reconstruction de la démocratie. Pour la 4e séquence, on parle de la 5e République sous De Gaulle. Et pour la 5e séquence, la séquence numéro 5, on aborde consolidation de la démocratie en Espagne, défis du monde actuel et construction, le rôle de l'Espagne et la France par rapport à la construction européenne. D'accord ? Moi, je le fais un peu comme ça pour diviser, pour morceler un petit peu une situation d'apprentissage qui est, comme je vous ai dit, très, très longue, pour que les élèves maîtrisent un peu plus mieux, voilà, autant d'informations. Et surtout pour faire un parallélisme. Pour moi, c'est important de profiter de ces situations d'apprentissage, cette situation d'apprentissage qu'on voit aujourd'hui, la situation d'apprentissage dont on a parlé la semaine dernière. C'est important, à mon avis, de comparer tout le temps, profiter pour comparer, parce que c'est vrai que le parcours de l'Espagne et la France à cette époque-là, c'est un parcours qui est très, très, très étroit, très proche. D'accord. Il va y avoir une intense collaboration entre l'Espagne et la France. Donc, défi, comment l'Espagne envisage la dictature dans un contexte international démocratique? Tout à fait. Donc, la première question est effectivement celle-ci. La dictature de Franco va se développer dans un contexte de normalité démocratique. Sauf le Portugal, le reste des pays qui entourent l'Espagne sont des pays voilà, qui sont entrés, voilà, qui ont acquéri une démocratie complètement pleine. Et après la Seconde Guerre mondiale, la formule, la formule État bienveillante, c'est la formule la plus adoptée voilà, par l'entourage. Et l'Espagne va rester dans une situation très bizarre, d'accord, très, très, très particulière. Notamment pendant les 15 premières années du régime. Donc, c'est pour cela que pour la dictature de Franco, je vais parler notamment des phases de la dictature. Elle est divisant, bien sûr, on peut diviser en plusieurs phases différentes, ça dépend de l'auteur, de l'historien, du prof, etc. Moi, je divise en 2. La dictature franquiste entre 1939 et jusqu'en 1959, et la dictature franquiste de 1959 jusqu'en 1975. Pourquoi je fais ça? Parce que
les accords de Madrid avec les États-Unis et l'entrée de l'Espagne définitivement dans les institutions supranationales qui se consolident à la fin des années 50, pour moi, ça marque le point d'inflexion d'un moment à l'autre. Comme toujours, je vous montre des ressources et des activités d'évaluation. Donc voilà, je commence la dictature franquiste tout d'abord par les premières années, d'accord. Normalement, j'ai déjà signalé, on a déjà travaillé avec les élèves comment se forme l'État franquiste, c'est-à-dire qu'on a déjà parlé de comment Franco il va se faire avec tous les pouvoirs de l'État, comme il va être nommé généralissimo. Donc voilà, de ces côtés, c'est vrai que les élèves, normalement, ils ont vu un peu, ils ont bien compris voilà, que la dictature de Franco, en fait, c'est pas qu'elle commence en 1939. Dans certaines régions de l'Espagne, la dictature a déjà commencé en 1936. Donc, il faut tout simplement réfléchir à propos voilà, du pouvoir personnel des Franco. Et puis après, on parle des piliers du régime, l'armée, comme vous le savez, l'administration de l'État et l'Église. On va parler aussi de l'isolement international, hein, d'accord, et comment la dictature va collaborer avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, c'est-à-dire avec les puissances de l'Axe, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui va effectivement signifier à la fin de la guerre que des institutions comme par exemple l'ONU vont refuser l'entrée de l'Espagne dans l'ONU. Et on insiste aussi à propos de ces années de répression, d'accord, et de famine. On se trouve devant un pays ravagé par la guerre, divisé, un pays qu'en question de 3 ans a perdu complètement les développements social, économique, etc. Voilà, des années précédentes. Donc, pour cela, je montre quelques exemples qui me semblent utiles pour les élèves. Par exemple, cette lettre de Franco à Don Juan, comme vous le savez, Don Juan, c'était le père de Juan Carlos I. Apparemment, lui, il devrait être le successeur de Franco, comme vous le savez, parce que dès que l'Espagne va être déclarée comme un royaume, en principe, pourquoi pas Don Juan, mais comme vous le savez aussi, Don Juan, ce n'était pas du tout le candidat de Franco. Mais en tout cas, Franco, il va écrire à Don Juan cette lettre voilà, à propos du rôle de la phalange. Et là, lui, il insiste, no es un partido, je ne vais pas traduire, d'accord, no es un partido, es un movimiento. C'est important, le mouvement national et le mouvement national, c'est la base idéologique du régime, notamment pendant les premières années, d'accord, en que se funden los ideales de nuestra revolución, ¿tá? Llenando de contenido la vida política de nuestra nación. Donc, c'est une déclaration d'intention assez claire. Phalange est la base idéologique et politique de notre pays. Il faut tenir en compte que c'est une lettre envoyée en mai 1943, c'est-à-dire que Phalange a encore beaucoup d'importance pour le régime et dans le régime, d'accord. Soy yo su conductor, el que después de haber sacado a España de su ruina, donde aparecía hundida interpretando el sentir general de cuantos participaban en el alzamiento y ante las necesidades imperiosas de la nación, le señalé en aquel momento histórico, etcétera, etcétera. Donc, soy yo, c'est moi, son dirigeant. Donc, lui, il se déclare comme le chef de ces mouvements. Pour la concentration des pouvoirs, c'est aussi intéressant, voilà, cet extrait voilà, del Boletín Oficial del Estado, que, comme vous le savez, va substituer la Gaceta de Madrid, qui était jusqu'à ce moment-là, le document voilà, qui publiait les lois pour les faire effectifs. Artículo 7, correspondiendo al jefe del Estado la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general, conforme al artículo 17 de la ley de 30 de enero de 1938, y radicando en el modo permanente las funciones de gobierno, sus disposiciones adoptan la forma de ley o decretos, podrán dictarse, aunque no vayan precedidos de la deliberación del Consejo de Ministros. Donc,
là, on observe effectivement que le chef de l'État a le pouvoir suprême de dicter des lois. D'accord? Donc là, on observe effectivement la concentration des pouvoirs, le pouvoir personnel de Franco. Et puis après, ces images sont aussi intéressantes. En bas, vous voyez une photographie du défilé de la victoire qui s'est célébré en mai 1939, après la guerre. Et voilà, cette partie du défilé passe par Moncloa. D'accord, Moncloa, maintenant c'est presque le centre de Madrid, mais à ce moment-là, c'était hors de Madrid, la semaine, mais c'était les alentours de Madrid, si on veut le considérer comme ça. La semaine dernière, on avait parlé que la zone de Moncloa universitaire était une zone stratégique pour les avancées républicains, rebelles, etc. Donc, cet arc de Moncloa, il continue même de nos jours. Et en fait, ce monument, voilà, il a suscité pas mal de problématiques et des controverses par rapport à la pertinence de le maintenir encore à Moncloa. Et juste en haut, vous voyez voilà, la réception de l'évêque, voilà, de l'Annuncio del Papa, qui venait voilà, consacrer l'église del Cerro de los Ángeles à Getafe, juste à côté de Madrid. Voilà, c'est un village, voilà. Un village, c'est une ville. De nos jours, c'est une ville très grande, à une vingtaine de kilomètres de Madrid. Voilà, et les images de la controverse, n'est-ce pas, par rapport à l'ONU et tout ça, l'entretien à Hendaye, où Franco s'est vu avec Hitler pour, parmi d'autres choses, pactiser l'entrée ou pas, la collaboration de l'Espagne avec l'Allemagne nazie, et l'entretien à Borghera avec Mussolini. Voyez comment, à côté de Franco, il y a Ramon Serrano Suñer. Comme vous le savez, il était le beau-frère de Franco, et d'après pas mal d'historiens, de spécialistes, c'était le véritable idéologue du régime. D'accord ? Si jamais vous voulez savoir encore plus, il y a une mini-série de télévision qui est sortie il y a quelques années à propos de Serrano Suñer et ses amours avec une aristocrate. Voilà, c'était une histoire assez compliquée, voilà, à l'époque. Et en bas, vous avez voilà, le train qui part avec les volontaires de la division bleue, de la division azul. Comme vous le savez, c'est un groupe de volontaires, voilà, qui sont partis pour aider, voilà, pour collaborer avec les puissances de l'Axe, notamment lors de la bataille à Stalingrad. D'accord ? Donc, les questions que je propose à mes élèves, c'est présenter les documents et expliquer leur contexte historique. Donc, c'est très Bach-Divac pour pratiquer. Moi, je fais ça pas forcément par écrit. Donc, il me suffit avec un petit débat, une présentation entre tous. Normalement, je dirige un peu. Alors, c'est quel type de source, quelle est la nature de ces documents, quelle est l'intention de ces documents, l'idée principale, voilà, donc on échange un peu. Et pour le contexte, je leur laisse travailler un peu et qu'ils me répondent, d'accord? Mais ce sont des questions, voilà, qu'on fait rapidement en cours, voilà. Et bien sûr, cette question, quel est le rôle joué par l'Espagne lors de la Seconde Guerre mondiale, pareillement. L'idée, c'est de faire, voilà, que les élèves, ils réfléchissent à travers les documents par rapport au rôle, voilà, que l'Espagne va jouer pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je profite pour expliquer comment l'Espagne va passer de être non belligérante à être neutrale. D'accord ? Voilà.
Pour tout ce qui est la répression, la famine, on analyse pas mal de documents qui suscitent énormément d'intérêt aux élèves. D'un côté, on a la loi des responsabilités politiques du 9 février 1939. Je profite pour vous conseiller, si jamais vous voulez trouver des ressources primaires pour travailler le franquisme, je vous conseille les livres des documents de Fernando Díaz Plaja. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est un livre, enfin, en fait, moi, je l'ai trouvé dans une librairie des secondes mains, voilà, d'occasion. Et c'est un livre assez grand. Et c'est très bien parce que c'est une recompilation des documents du franquisme depuis 1939 jusqu'à, enfin, c'est divisé en deux sections, mais jusqu'à les années 60. Et enfin, il y a plein de ressources à utiliser en cours. C'est très bien. Je ne sais pas s'il est sur Amazon, mais sinon, comme je vous dis, dans une librairie de location, vous pouvez le trouver assez facilement. Donc, quand je vous dis, je travaille la loi des responsabilités politiques, vous voyez l'article 1er, se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas. Je profite pour expliquer la différence entre persona jurídica y física, que desde el 1 de octubre de 1934, attention, 1934. Donc, voilà, pas mal. Y antes del 18 de julio de 1936 contribuyeron a crear o agravar la subversión de todo orden que se hizo víctima de España. Donc, le premier article aborde la responsabilité politique des gens avant el alzamiento, avant le coup d'État. D'accord? De l'autre côté, vous voyez la cartilla de rédemption, c'est un carnet, voilà, pour les gens, voilà, qui avaient l'occasion, entre guillemets, ou qui étaient censés, voilà, de faire des travaux forcés, d'accord. Aujourd'hui même, je voyais que l'un des emblèmes de ce type de travail forcé est le Valle de los Caídos, comme vous le savez. Aujourd'hui même, j'ai vu la nouvelle de que apparemment le Valle de los Caídos va se reformuler, voilà, pour devenir un genre, voilà, de centre d'interprétation. Voilà, on va reformuler, voilà, la visite à El Valle. Puis après, vous voyez cette image des Auxilio Social. Auxilio Social, c'est une organisation d'assistance, voilà, qui est formée par les régimes, dirigée par la section féminine notamment, et qui, voilà, qui visait à aider, voilà, à aller au secours, hein, voilà, des veufs, des orphelins, voilà, ou des gens, voilà, qui vivaient dans des conditions de misère. Et voyez comment les queues pour accéder à Auxilio Social étaient importantes. Et comme vous le savez, pendant cette époque, on va aussi maintenir le carnet de oh, ça ne me vient pas à l'esprit, désolé. Les carnets de... Ah là là, j'ai oublié, enfin, je vous dis tout de suite. Oui, pour acheter chaque jour une quantité pactisée, voilà, ou accordée de pain, de blé, d'huile, etc., c'est-à-dire d'aliments basiques, d'accord. Et en bas, vous voyez une image de la prison de la Modelo de Barcelone. Tant les prisons de Barcelone que les prisons de Madrid ont multiplié les prisonniers, d'accord. Les premières années du régime, notamment, ce sont des années de persécution à tout ce qui peut être dissident, voilà, du régime, suspecteux, etc. Et on a vécu des jugements assez importants et assez durs, comme par exemple celui de las 13 Rosas ici à Madrid.
dans l'année 1939. Et puis après, je vous montre une image d'une bande dessinée d'un dessinateur madrilène qui s'appelle Carlos Jiménez. Il est madrilène, mais en fait, il a passé toute sa vie à Barcelone, où il a été, voilà, il a publié la plupart de ses bandes dessinées. Si je ne me trompe pas, il travaillait pour RFC, enfin, je ne me rappelle pas l'éditorial, je suis désolée. Mais oui, mais il travaillait, il a fait des bandes dessinées très modernes, voilà, pendant les années 60. En tout cas, Carlos Jiménez, il a, à mon avis, 3 bandes dessinées qui peuvent être très bien utilisées en cours. D'un côté, on a Paracuellos, d'où j'ai pris cette image. Carlos Jiménez, il venait d'une famille qui avait été ravagée complètement par la guerre. Son père, il était soldat de l'armée de la République. Il avait combattu du côté républicain. Il avait été tué, voilà, pendant la guerre. Sa maman, elle avait une maladie elle avait la tuberculose, si je ne me trompe pas, et il avait encore 2 frères aînés, donc il n'avait pas l'argent, il n'avait pas suffisamment d'argent pour voilà, guérir, pour maintenir les enfants. Donc sa maman, elle a décidé d'envoyer son petit-fils à un auberge d'auxilio social à Paracuellos del Jarama, ici à Madrid. Donc, Paracuellos, ce sont différentes bandes dessinées, d'accord, où Carlos Jiménez raconte son expérience dans ces auberges des auxilios sociaux pendant les années 40. C'est absolument, enfin, c'est très bien parce que c'est très dynamique, c'est une histoire voilà, complètement frappante. Mais en plus, c'est une histoire qui a un contenu historique très important. Puis après, Carlos Jiménez, il a une autre récompilation de bandes dessinées qui s'appelle España Una, España Grande, España Libre, à propos du franquisme pendant l'époque de la dictature. Et une autre bande dessinée qui explique les années 60, qui présente les années 60 à Barcelone, Rambla Arriba, Rambla Abajo, voilà, et qui explique voilà, son expérience lors de l'arrivée à Barcelone pour travailler dans cet éditorial de bande dessinée. C'est très bien. Si vous aimez la bande dessinée, ou même si vous ne l'aimez pas trop, je vous conseille cette publication. Ok, donc on va continuer. Encore quelques documents qui montrent l'isolement international. Voilà la séance plénière des Nations Unies où on va déclarer que l'Espagne possède un gouvernement fasciste qui a été imposé par la force au peuple espagnol avec l'appui des puissances de l'Axe, qui a fourni une aide matérielle aux puissances de l'Axe dans la guerre, ne représente pas le peuple espagnol et rend impossible voilà, la participation du peuple espagnol aux affaires internationales avec les autres peuples des Nations Unies. Donc, désolé, l'Espagne ne peut pas entrer dans une organisation si importante, une organisation qui va rejoindre les nations du monde entier pour le moment. Mais juste à côté, vous avez 2 documents qui vont montrer comment le régime va essayer de rectifier cette situation. D'un côté, la loi des successions à la direction de l'État. Ces documents, on vient de travailler en cours et les élèves, ils ont absolument aimé. España, comunidad política, es un Estado católico, social y representativo. Donc, les élèves m'ont demandé, mais comment social? Bon, voilà. Y se declara constituido en rey. Voilà. Donc, c'est bien pour expliquer effectivement que le régime va essayer de s'éloigner progressivement de tout ce qui est phalange, le mouvement national, etc. Mais si on va le laisser, d'accord, de fond, comme ça, et on va se déclarer comme un État catholique, c'est vrai que le poids de l'Église va être complètement reconnu, social, voilà, parce qu'on va se préoccuper par le peuple espagnol et on va se préoccuper par la nation espagnole. Et la nation espagnole est voilà, la base voilà, du régime est représentative parce qu'on représente à la nation espagnole. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes de représenter, pas seulement à travers la représentation démocratique, mais on peut représenter aussi à la nation à travers
des cohortes, par exemple, qui ne sont pas constituées démocratiquement. Mais peu importe, il y a des cohortes qui représentent la nation. Et de l'autre côté, vous avez les accords de coopération avec les États-Unis, enfin une photographie qui représente les accords de coopération avec les États-Unis, parce que, tel que vous voyez, frente al peligro que amenaza al mundo occidental, los gobiernos de Estados Unidos y de España, deseosos de contribuir al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional, para poder participar eficazmente en acuerdos sobre la propia defensa, han convenido lo siguiente. Donc, question proposée, quelles sont les conséquences pour la politique espagnole, voilà, de l'isolement international, et de quelle manière réagit le régime pour s'adapter à la nouvelle situation internationale. Et normalement, je rajoute encore une autre. À quel péril fait référence les accords entre l'Espagne et les États-Unis? Le communisme. Donc, à ce moment-là, en 1953, Eisenhower était plutôt concerné, plutôt préoccupé pour l'avancée du communisme en pleine guerre froide que par la représentativité démocratique ou pas de l'Espagne. Donc, à travers ces accords de coopération entre les États-Unis, c'est vrai que l'Espagne va pouvoir profiter des aides des États-Unis et petit à petit s'incorporer, se mettre voilà, dans des institutions supranationales, de façon que l'Espagne va s'en sortir progressivement de l'isolement international. Et encore c'est important de comprendre que l'installation encore très polémique des bases américaines de Torrejón de Ardoz et de Rota, ça va effectivement, quand je vous dis, signer une collaboration militaire très, très, très mise en question à l'époque et aujourd'hui, mais qui va aussi permettre que dans certaines régions, comme par exemple le Madrid, qui était encore plus isolé que le reste, connaissent une culture différente. On a plusieurs études ici à Madrid à propos de comment la base de Torrejón a influencé sur la vie des jeunes espagnols qui étaient nés dans un monde, dans une Espagne voilà, qui était déjà sortie de la guerre, c'est-à-dire une Espagne, ces jeunes, ils n'ont pas connu la guerre. Et ce sont ces jeunes adolescents, pour la première fois, qui vont accéder à une culture à travers les soldats qui viennent, les jeunes soldats qui viennent à la base de Torrejón. Et qui a amené avec eux du chewing gum, par exemple. Pour la première fois, on a appris qu'est-ce que c'était ce truc el chicle. Puis après, j'aborde la dictature franquiste de 1959 à 1975 et à travers trois éléments. D'accord? D'un côté, on parle de l'évolution politique, on va progressivement éloigner, supprimer, écarter, voilà, les gouvernements, dans le gouvernement des phalangistes, on va les écarter, comme je vous ai dit, et on va mettre en place un nouveau modèle, voilà, de ministres qui sort, voilà, qui a étudié. Des ministres, ce sont des ministres, voilà, qui ont étudié à l'université, qui ont connu d'autres pays, qui ont voyagé, qui sont très proches à l'opposé, en fait, et qui croient à une modernisation de l'administration, une modernisation de l'économie espagnole pour la rendre plus efficace, mais qu'ils sont pour maintenir le conservatisme moral, le conservatisme social. Voilà, ce sont les technocrates, les gouvernements des technocrates. De l'autre côté, j'analyse d'abord la naissance de l'opposition. À partir des années 59, il va commencer à se consolider une opposition qui va venir de plusieurs axes. D'un côté, on aura le mouvement ouvrier qui va continuer, qui va être très actif, bien sûr, depuis la fin de la guerre, mais notamment à partir des années 60, d'accord? Et le mouvement des étudiants et, bien sûr, la nouvelle Église. Une Église qui sort de ces conciles Vatican II, qui va commencer à mettre en question la connivence de l'Église avec le régime
et qui va effectivement critiquer les actions non seulement du régime, mais aussi de la propre Église qui soutient, qui maintient les régimes. Et finalement, j'aborde la crise politique à partir de 1973, l'attentat contre Carrero Blanco et la question du Sahara et la marche verte. D'accord ? Encore quelques documents intéressants, ces documents de Benoît Pellistrandi, Histoire de l'Espagne, un livre, un essai publié, manuel, si on veut dire comme ça, publié en 2013, à propos des technocrates. Puis après, cette déclaration voilà, de l'abbé de Montserrat, de Monseigneur Escarré, en 1963, no tenemos tras nosotros 25 años de paz, sino únicamente 25 años de victoria. Très intéressant. Los vencedores, la iglesia incluida, c'est fort, hein, c'est un abbé, quoi, que fue obligada a luchar al lado de estos últimos, no han hecho nada para acabar con esta división entre vencedores y vencidos. Voilà. Donc, on observe effectivement que l'Église, à partir des années 60, va se positionner de façon très critique. Il va paraître, comme je vous ai dit tout à l'heure, une Église très sociale, très consciencée, très consciente de la situation de l'Espagne, qui va revenir voilà, à l'Église de base, disons. Un bon exemple est celui de l'abbé de Montserrat, de Monseigneur Escarré, mais encore un autre, un très bon exemple, celui del cardinal Tarancón. D'accord. Puis après, je vous montre aussi, voilà, la une du journal, désolé, mais je n'ai pas la référence, qui évidencie le premier attentat de l'État qui va se fonder pendant les années 60, en fait, dans les contextes de l'Église, et qui va commencer à perpétrer des attentats terroristes qui vont durer, comme vous le savez, jusqu'à la fin du XXe siècle, début du XXIe. Et je profite pour expliquer un peu l'origine de l'État, mais normalement, je vais encore approfondir sur cette question, dès qu'on verra la reconstruction de la démocratie, transition, etc. Encore quelques documents intéressants, les syndicats commissions ouvrières, la formation des commissions ouvrières, en tant qu'exemple de la lutte ouvrière, du mouvement ouvrier contre le régime, la résolution du congrès du mouvement européen, ce qui s'est appelé El Contubernio de Munich, j'adore cette expression, et voilà, comme vous le savez, c'est un groupe de personnes qui sont réunies pour éviter que l'Espagne entre dans la communauté économique européenne. Encore, je profite pour expliquer qu'est-ce que la communauté économique européenne et pourquoi l'Espagne ne va pas être acceptée pour le monde. D'accord ? Et encore une autre image, la police devant la fac des sciences, de lettres à la Universidad Central. La Complutense, bien entendu. C'est la police à cheval, les appelés grises. D'accord ? Et encore, bon, quelques questions qui peuvent être intéressantes pour interpréter, les documents, encore. Comment s'est produite la naissance de commissions ouvrières, comment riposte le régime au mouvement des étudiants. C'est important, voilà, qu'on voit que la police va se mettre dans l'université directement et pour persécuter voilà, les jeunes qui se manifestent contre les régimes. Je profite pour expliquer un peu l'engagement voilà, des jeunes par rapport à la politique à ce moment-là et voilà comment ils sont suivis, la répression, l'emprisonnement, etc. Il y a deux fois, en fait, que les grands-parents, notamment des élèves, ils ont vécu, effectivement, ces situations. Et encore, pour la question de la crise à partir des années 73, j'envisage voilà, deux éléments importants. D'un côté, la crise politique à partir de l'assassinat de Carrero Blanco. Je vous conseille, si vous ne connaissez pas ce film, vous le conseille énormément, Opération Oro, voilà, qui explique comment s'est organisé l'attentat contre Carrero Blanco,
Comme vous le savez, l'attentat s'est produit en décembre 1973, lorsque Carrero Blanco passe par la calle Claudio Coelho. Apparemment, il sortait de la messe. Un artefact, une bombe, voilà, est exploitée et la voiture où voyageait le général Carrero Blanco, qui à ce moment-là était le président du gouvernement. C'est important aussi de signaler que pendant les début des années 70, Franco il est très, très, très âgé et il a pas mal de maladies et pas mal de problèmes de santé. Donc, il a décidé pour la première fois céder une partie de ses pouvoirs à Carrero Blanco, qui faisait partie du bunker, c'est-à-dire cet axe du régime immobiliste, qui ne voulait pas du tout que en disparaissant le dictateur puisse avancer sur une certaine normalité démocratique, un démantèlement du régime. Donc, comme je vous ai dit, et comme vous le savez, la voiture de Carrero Blanco, voilà, est sortie par l'air directement. Et encore pour la crise internationale, là vous avez ces documents de Televisión Española. Vous l'écoutez? On n'entend pas? Non. Non, ça marche pas. Je repartage. Bon. Non. Punto de partida a fin de que todo continuase su curso. Existen en el mundo, dijo, naciones que no son juiciosas ni razonables. Marruecos y España han demostrado que lo son. Inauguremos, por tanto, una nueva época de relaciones basadas en el mutuo respeto. En su alocución, el rey Hassan señaló que la marcha había dado sus frutos, facilitando a Marruecos una página gloriosa. Señaló cómo Marruecos es un pueblo unido y reconoció los favores recibidos de las delegaciones de otros países que acompañaron a la marcha, agradeciéndoles cordialmente su apoyo. El monarca marroquí señaló la jornada de hoy como de continuación de... Voilà, donc c'est juste un petit extrait. Je vous le laisse aussi sur le drive, voilà, qu'on partage. Si jamais vous trouvez intéressant, c'est super bien hein, pour travailler en cours. Et donc voilà, crise politique à cause du décès, de l'assassinat de Carrero Blanco, crise internationale à cause de la marche verte, mais encore des années très, très, très dures pour la répression du régime, dans le régime, comme par exemple les jugements et exécutions de Puchantik, un anarchiste qui avait été accusé, jugé par assassinat, par terrorisme. Et la situation internationale est aussi assez compliquée. Là, je vous montre une image de la révolution des œillets. Quand la révolution des œillets 1974 est éclatée, une énorme quantité de gens en Espagne croyaient que la révolution suivante serait celle de l'Espagne. D'accord? Et donc voilà, c'est un contexte national et international assez compliqué. On a des historiens qui considèrent que la transition en fait commence depuis dès l'assassinat de Carrero Blanco. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission qui s'appelle La Transition, en fait, de télévision espagnole, considérait que la transition commençait effectivement le jour même de l'assassinat de Carrero Blanco. Je vous conseille en fait de jeter un œil à ces documentaires si vous l'avez pas, si vous ne le connaissez pas, c'est très très bien. Et donc quelques questions intéressantes. Qui était Carrero Blanco? Question très 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 pertinente pour que les élèves ils commencent à voir que dans le régime il va apparaître aussi une division entre ceux qui veulent continuer avec le régime en tant que le régime il est,
et ceux qui considèrent qu'une fois que Franco disparaît, il faut démanteler les structures du régime. Quelles sont les conséquences pour la dictature de cet attentat? Quelles sont les caractéristiques du dit esprit du 12 février? Voilà. C'est un discours du président, du nommé président du gouvernement après l'assassinat de Carrero Blanco, Arias Navarro. El nuevo gobierno intentará servir a los requerimientos de la sociedad española de hoy, distinta a aquella otra desgarrada por la discordia civil, postrada en el subdesarrollo, cercada por la miseria. Donc, on voit effectivement que dans le propre régime, il y aura aussi certaines politiciens, même si Arias Navarro, bon, on verra, on dira tout à l'heure, bon, qui veulent effectivement une issue au régime par des petits changements, on va dire, d'accord? Quel événement s'est produit au Portugal le 25 avril et d'après tes connaissances, comment s'est réglé le conflit colonial connu comme la Marche verte? Donc, voilà, quelques questions intéressantes pour les élèves, je crois. Ok. Donc, on ferme la première séquence, d'accord? On ferme la première séquence. Je vous laisse comme toujours des instruments d'évaluation pour tout ce qui est les documents. Et on entre dans la deuxième séquence, la France après la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction de la démocratie. Et comment se produit, voilà, les processus de reconstruction en France après la Seconde Guerre mondiale. On aborde d'abord la 4e République, on parle des actions et des réformes du gouvernement provisoire de la République, comment fonctionne la 4e République, comment le système n'arrive pas trop à trouver son point d'équilibre, d'accord, et notamment la 4e République dans la tourmente de la décolonisation. Donc, d'abord, on parle voilà, de la refondation de la République et les premières réformes du gouvernement provisoire de la République française avant de la composition de la 4e République. J'insiste énormément sur le fait de l'économie et des avancées sociales de l'accord de vote aux femmes, d'accord? La nationalisation de certains secteurs stratégiques, comme par exemple l'automotion. Voilà. Puis après, j'explique comment ça marche pour le fonctionnement de la République. Aujourd'hui même, on a vu les structures, les institutions de la 4e République d'après la Constitution qui est adoptée par référendum en 1946. Donc, il me semble important de s'arrêter juste un petit moment à expliquer comment fonctionne effectivement la séparation des pouvoirs et l'organisation des pouvoirs dans la 4e République. Pourquoi Charles de Gaulle n'est pas du tout aimé cette division? Parce qu'en fait, dans la 3e que la 3e République française, j'ose dire que le traditionnalisme républicain français accordait une énorme importance au pouvoir législatif. Et la 4e République va maintenir ça, et je dirais qu'on va encore au-delà. De façon que les présidents de la République demeurent comme une figure purement représentative, d'accord? Parce que le président de la République n'a en fait aucun pouvoir effectif, si je peux dire comme ça. C'est-à-dire que le président de la République peut peut proposer un gouvernement, d'accord? Et le président de la République peut suggérer au pouvoir exécutif du gouvernement. Mais en fait, le président de la République ne peut rien faire d'autre, d'accord? Donc, n'a aucun pouvoir. Et en fait, le président de la République n'est pas choisi directement par les citoyens. Il est choisi indirectement par les citoyens. Parce que, comme vous le savez, et si vous pouvez jeter un œil à l'organisation institutionnelle de la République, ce sont les citoyens qui vont choisir l'Assemblée nationale et c'est l'Assemblée nationale qui va choisir le président de la République. Et l'Assemblée nationale a un énorme pouvoir. Le pouvoir d'investir le gouvernement, de renverser le gouvernement, bien sûr de signer les lois, d'approuver les budgets.
Mais dans le fait de renverser le gouvernement et surtout de renverser le gouvernement, c'est là que le système ne va pas trop trouver son point d'équilibre. Parce que les crises ministérielles vont se succéder. D'accord? Face à cette situation, dans l'année 47, Charles de Gaulle, il décide de s'exiler de la politique. Et il va, voilà, laisser, pour le moment, le panorama politique. D'accord? Donc, voilà quelques questions que je propose à la classe pour fixer les institutions de la République. Il faut que je vous dise que, encore, ce sont des questions que je propose avant d'expliquer le fonctionnement de la République. Donc, je demande aux élèves de regarder et répondre. Comment la Constitution de la 4e République a-t-elle été adoptée? Par référendum. Voilà, qu'est-ce qu'un référendum? Qui a pu voter? Bon, c'est un référendum, les femmes, les hommes, voilà. Comment le président de la République est-il élu? Voilà, alors il est élu par une Assemblée nationale qui est élue à la fois par les citoyens. Et puis après, j'explique, d'accord? Mais je laisse que ça soit les élèves qui abordent d'abord la question. D'accord? Puis après, un sujet classique, Bachibak, la décolonisation. Comme vous le savez, il va y avoir des conflits coloniaux très importants sous les contextes de la 4e République. D'un côté, on aura la guerre d'Indochine, et la salle de guerre, et de l'autre côté, on aura la guerre et le conflit d'Algérie. Donc, à ce moment, j'explique comment se produit la décolonisation en France et pourquoi. C'est-à-dire, quel est le contexte de la décolonisation, les mandats de l'ONU, la situation après la Seconde Guerre mondiale et comment les anciens empires coloniaux vont devoir progressivement accorder l'indépendance à leurs colonies. On verra que dans le cas de la France, et parce qu'il y a aussi une réclamation, bien sûr, des colonies, on verra que dans le cas de la France, il y aura des colonies qui verront son indépendance pactisée par une négociation, mais il y aura d'autres colonies, comme par exemple l'Indochine ou l'Algérie, dont leur indépendance va s'accorder par une voie beaucoup plus compliquée. Je vous montre cette vidéo. En 1945, après la Seconde Guerre mondiale, on estime qu'un habitant sur 3 vit dans une colonie. Sauf que la Seconde Guerre mondiale a chamboulé ces territoires pour plusieurs raisons. D'abord, les habitants de ces colonies ont été utilisés pour faire la guerre, tout comme les ressources. Ensuite, ces colonies ont été elles-mêmes colonisées pendant la guerre. Prenons un exemple. L'Indochine française, elle est censée être française, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été envahie par le Japon. Du coup, les populations locales avaient espoir d'un peu d'autonomie une fois les Japonais partis. Cet espoir de décolonisation s'est développé aussi avec l'émergence de deux puissances anticoloniales, les États-Unis et l'URSS. Les États-Unis parce qu'ils étaient une colonie, et l'URSS parce qu'ils sont communistes. La fondation de l'ONU va aussi dans ce sens et incitera les pays colonisateurs à décoloniser. On va donc voir deux grandes vagues de décolonisation et une petite troisième par la suite. Commençons donc par la première vague, qui va surtout concerner l'Asie. Tout d'abord, il y a les mandats dans les pays arabes qui vont vite accéder à l'indépendance. La Libye, le Liban de la France, la Libye sous mandat franco-britannique, la Palestine sous mandat international. Ailleurs en Asie, il y a 4 pays colonisateurs que sont la France en Indochine, les Pays-Bas en Indonésie et le Royaume-Uni en Inde, en Malaisie et à Hong Kong, mais aussi le Portugal, à Macao et au Timor oriental. Pour ce qui est de l'Indonésie, une guérilla indépendantiste va se proclamer en 1945 et les Néerlandais se retireront en 1949. Les Indonésiens vont être forts, ils vont réussir à unir sous un unique pays l'ensemble de la colonie néerlandaise. L'Inde, quant à elle, devient indépendante en 1947, avec l'accord des Britanniques, mais sous forme de 2 pays. L'Union indienne à proprement parler d'un côté, et le Pakistan où vivent les musulmans de l'autre. Il y aura des transferts de population. En Indochine française, une guérilla communiste proclame les différentes nations indépendantes, mais la France veut y créer des États alliés.
En 1953, le royaume du Cambodge et le royaume du Laos deviennent indépendants. Et en 1955, l'État du Vietnam du Sud aussi. Mais un quatrième verra le jour avec la guérilla, c'est le Vietnam du Nord, et là, il y a eu une guerre. Les guérillas continueront à faire la guerre au sein des autres pays indépendants. La Malaisie est indépendante du Royaume-Uni en 1957, Singapour y sera intégré. Le Portugal maintiendra le Timor oriental. Passons maintenant à la deuxième vague de décolonisation qui a touché surtout l'Afrique. Sur ce continent, la guerre d'indépendance touche surtout l'Algérie qui appartient à la France. Cette dernière ne veut pas la rendre indépendante car elle est peuplée par de nombreux citoyens français et elle considère le nord de l'Algérie comme n'étant pas une colonie. Le Maroc et la Tunisie, qui sont des protectorats français, accèdent assez facilement à l'indépendance en 1956. La même année, le Soudan est indépendant du mandat entre l'Égypte et le Royaume-Uni. Ensuite commencera l'indépendance des pays d'Afrique subsaharienne. D'abord le Ghana en 1957, puis pratiquement tous en 1960, que ce soit les colonies belges, françaises et britanniques. D'autres pays vont petit à petit accéder à l'indépendance au fil des années 60, on peut déjà passer à la troisième vague. Durant la troisième vague, qui n'est pas très importante en soi, je vais intégrer tous les petits pays qui vont devenir indépendants de manière sporadique. Par exemple les colonies portugaises et espagnoles en Afrique et ailleurs avec la fin des régimes autoritaires au Portugal et en Espagne, ou encore les colonies britanniques dans la péninsule arabique. Ou plus récemment encore, l'indépendance de 3 des îles Comores en 1975 de la France. Puis ensuite le Djibouti en 1977, toujours de la France. N'oublions pas qu'il y a d'autres continents. Le Guyana est indépendant du Royaume-Uni en 1966, le Suriname des Pays-Bas en 1975, le Belize des Britanniques en 1981. Donc, c'est un documentaire, enfin, une vidéo qui est très intéressante voilà, pour travailler tout ce qui est le processus de décolonisation, en gros. D'accord? Encore. Voilà, donc une fois qu'on a vu les questions par rapport à la 4e République et qu'on a abordé voilà, la décolonisation et tout cela, on explique, on passe à parler de l'installation de la 5e République. Donc, quel est le défi? Sous quelles conditions s'installe la 5e République en France? On parle d'abord de la République sous de Gaulle, une République qui va être critiquée. On va voir dans quelles conditions Charles de Gaulle il va revenir, précisément par rapport à la décolonisation, la structure du système et la question par rapport à mai 68, ces événements de mai 68. Donc, là, on parle effectivement du retour de Charles de Gaulle lors du putsch du 13 mai à Alger. Comme vous le savez, la situation en Algérie était très compliquée lors des attentats terroristes du Front de Libération Nationale et la division qu'il y avait en Algérie entre différentes factions, les bérets verts, les Français qui habitaient là-bas, enfin, qui se sentaient méprisés par la métropole. Donc, voilà, il y a un énorme conflit et notamment des attentats terroristes qui ont mené voilà, à que pour la première fois, je dirais, l'armée va critiquer, enfin, c'est pas qu'elle critique, mais va mettre énormément en question et va, entre guillemets, menacer à la République. Donc, c'est le moment où on va réclamer le retour de la seule personne qui apparemment peut solutionner la crise en Algérie. Et cette personne est Charles de Gaulle. Donc, en mai 1968, de Gaulle, il accepte de revenir, de retourner à la vie politique, mais il va falloir que l'Assemblée lui accorde les pleins pouvoirs. C'est-à-dire que pendant 6 mois, Charles de Gaulle, il va avoir tous les pouvoirs pour revenir à la normalité et solutionner le problème d'Algérie. D'accord? Et en plus, Charles de Gaulle, il va profiter pour démanteler définitivement la 4e République, c'est l'autre de ses conditions, et proclamer un référendum pour la constitution d'une nouvelle République, la 5e. D'accord? Donc là, vous avez un bulletin, enfin, c'est pas un bulletin, une affiche, voilà, pour encourager les gens à voter oui pour la nouvelle constitution. D'accord? Ce référendum, il va être voté à la fin de 1958 et le 28 septembre 1958, on va proclamer une nouvelle république sous le mandat de Charles de Gaulle. D'accord? Là, je profite pour expliquer les différences entre les institutions et l'organisation des pouvoirs
dans la 5e République et les différences par rapport à la 4e. La première chose que les élèves il observe, il apprécie, et que la différence entre, enfin, le président de la République a énormément plus de protagonisme, beaucoup plus d'importance, d'accord? Les gouvernements aussi, tandis que l'Assemblée nationale va voir raccourci ses compétences, ainsi que les membres de l'Assemblée nationale. Vous voyez, enfin, en fait, dans la 4e République, le nombre de députés, c'est plus des 60 députés, 60, oui, 60 députés, tandis que dans la 5e République, on aura 577, c'est-à-dire presque 60, mais 600, pardon. Mais voilà, on va raccourcir le nombre de députés, absolument, d'accord? Comme vous le savez aussi, immédiatement, on a vu que la République de De Gaulle, la 5e République, est une république qui vise à accorder, comme on a dit, une énorme importance, une énorme proéminence au président de la République. La présidence de la République, en fait, va être occupée par Charles de Gaulle à plusieurs revenus. Comme vous le savez, la présidence de la République va durer 7 ans, d'accord? Tandis que l'Assemblée est choisie tous les 5 ans. Donc, pendant les 10 premières années de la 5e République, c'est Charles de Gaulle, voilà, qui va être le président. Et en plus, il va y avoir encore un autre changement. Et la présidence de la République est élue directement par les peuples français, c'est-à-dire par les citoyens et les citoyennes français et françaises. Et ça, c'est une différence par rapport à la 4e République, parce que la 4e République, c'était l'Assemblée qui choisissait les présidents. Et il y a encore une autre chose. Le président peut interpeller directement les peuples à travers des référendums. Et en fait, cette question est une question que les élèves, ils mettent énormément en question. Alors, pourquoi c'est critique à l'époque que le président puisse interpeller directement les citoyens par référendum? Alors, les référendums, c'est bien, c'est un mécanisme de la démocratie complètement valable et légitime, mais il ne faut pas oublier que le référendum, c'est oui ou non. Donc, il y a des fois qu'il n'y a pas, et c'est oui et c'est non, et voilà, c'est tout. Donc, ça ne permet pas un énorme débat, disons. D'accord? En tout cas, à partir des années 60, la République va être énormément critiquée. On va voir que les droits, voilà, les prérogatives du président de la République sont énormes, d'accord? Et même de nos jours, le président de la République française a énormément de prérogatives, ce qui va mener à certains députés, certains politiques, comme par exemple François Mitterrand, qu'on va voir comme président de la République quelques années plus tard, qui va annoncer que la 5e République suppose un coup d'État permanent. Je vous laisse ces documents qui me semblent hyper intéressants. Il commence, qu'est-ce que la 5e République, sinon la possession du pouvoir par un seul homme dont la moindre défaillance est guettée par une égale attention par ses adversaires et par les clans de ses amis. Magistrature temporaire, monarchie personnelle, consulat à vie. Effectivement, on en a plusieurs secteurs de la population de la société française qui considèrent que le président de la République devient un président monarque. On revient à l'époque du bonapartisme, on revient à l'époque des monarchies parlementaires. C'est pour cela qu'on a pas mal de caricatures qui représentent Charles de Gaulle comme Louis XIV, le roi soleil. Face précisément à cette situation, cet autoritarisme de plus en plus évident du président de la République, face à une situation des malaises sociales, parce que c'est vrai qu'en question de réforme sociale, la France est arrêtée dans les années 40. Une génération
issus du baby boom commencent à réclamer une liberté qui va au-delà de ce qu'on a attendu, de ce qu'on a demandé jusqu'à ce moment-là. Et on demande une libération de tout, une libération des Corses, une libération d'expression. C'est vrai que les années 50 et jusqu'à la fin des années 60, la France passe par une époque très conservatrice. C'est une époque de revenir voilà, à l'autorité, à la tradition, etc. Et il y aura une réaction très forte qui s'est produite pendant la moitié des années 65, dans le contexte d'un nouveau mouvement politique, l'international situationniste, et le développement effectivement d'un mouvement d'étudiants et un mouvement ouvrier qui réclame tout, qui réclame des réformes et qui réclame qu'on leur écoute tout simplement et qui va, comme vous le savez, exploser ou éclater pendant les mois de mai-juin 1968. Je vous montre quelques slogans, quelques images, quelques slogans, quelques affiches du mai 68 qui me semblent très intéressants et classiques. Il est interdit d'interdire. Renversons la dictature, c'est très intéressant comment on a utilisé la croix de Lorraine comme les swastiques nazis, tenant compte que la croix de Lorraine a été choisie par la résistance comme un symbole contraire à la croix des nazis. Et puis après, je vous montre une chose que j'adore montrer à tout le monde. C'est un appel à la manifestation que je trouvais ici à Madrid dans la poubelle. Pas exactement dans la poubelle, mais il y a quelques années, j'ai trouvé dans des contenedores de triage, de recyclage, énormément de boîtes avec des livres partout. Donc, j'ai commencé à jeter un œil. C'est pas que j'adore me mettre dans la poubelle, mais dès qu'il y a des livres dans la poubelle, je jette un œil. Effectivement, j'ai trouvé la bibliothèque d'un divulgateur anarchiste qui avait vécu toute sa vie en France. Ça, je le sais parce que j'ai jeté un œil aussi, j'ai vu qui était lui à Wikipédia. Et lui, effectivement, il avait étudié à la Sorbonne. Il était un exil espagnol. Il avait étudié philo à la Sorbonne. Et puis après, avec le premier gouvernement socialiste, il est revenu en Espagne. Il participait dans un programme, une émission de la télévision espagnole qui s'appelait La Clave. Donc, j'ai trouvé, quand je vous dis, sa bibliothèque, il avait décédé quelques jours auparavant. Et je comprends que ses descendants avaient décidé de laisser dans la poubelle, j'espère, une petite partie de cette bibliothèque. Donc, j'ai trouvé un livre, parmi les livres, je les ai ramenés chez moi. Et le lendemain, j'ai commencé à nettoyer les livres que j'avais trouvés. Et du coup, j'ouvre l'un des livres et 2 feuilles coulent directement du livre. Je les ouvre et je vois que ce sont des appels à la manifestation en juin 1968. Voyez, en fait, mardi, on se joint, on fit Sorbonne et voyez, c'était complètement plié. Et j'imagine que c'est là depuis 1968. Maintenant, je les ai mis dans ma maison. Enfin, ils sont protégés comme ça. Et je montre toujours à mes élèves qu'on ne sait jamais quand on va trouver des sources primaires. J'étais par terre. Donc voilà. Et, comme vous le savez aussi, après mai 68, en réalité, même si c'est culturellement, socialement, politiquement, a énormément d'importance, mais réellement, les réformes ne se sont pas mises en marche, disons. C'est vrai qu'on a signé les accords de Grenelle, on a convoqué des élections, le parti gaulliste a gagné encore les élections pour l'Assemblée nationale, mais c'est vrai qu'en 1969, Charles de Gaulle, il va proposer un référendum pour un changement, une réforme du Sénat, et la population a dit non. Donc, lui, il a considéré que son temps avait terminé. Et il décide de démissionner et se retirer. Et c'est la fin de la République sous de Gaulle.
Voilà. Là, il y a une vidéo très intéressante aussi, mais c'est assez longue, c'est pour cela que je ne la mets pas, pardon, avec quelques questions, voilà, à répondre et une grille d'évaluation. Alors, encore, pour les preuves externes, c'est intéressant d'analyser les preuves, voilà, qui s'est proposé l'année dernière, en mai 2024, lors des preuves externes, d'accord. Parce que effectivement, la première partie, l'option B, consistait à 2 documents qui représentaient la Ve République de De Gaulle, d'accord. C'était la première partie, c'était un discours de Charles de Gaulle. Et puis après, la une du Monde, voilà, avec les résultats du référendum de 1962, d'accord. Donc là, je vous montre la réponse d'un élève, complètement à l'hasard, complètement aléatoire. Et je l'ai choisi parce que c'est un élève, à mon avis, excellent, d'accord. Je ne sais pas si c'est une élève ou un élève parce que je n'ai que les numéros d'identification, d'accord. Ce document est un discours politique prononcé par Charles de Gaulle, alors président de la République française. Vous voyez, c'est très intéressant comment l'élève signale qui est l'auteur, mais président de la République française, parce qu'il y a une différence entre Charles de Gaulle, chef de la résistance, Charles de Gaulle, président de la République française. Il s'agit d'un appel aux citoyens avant un référendum sur l'élection du président au suffrage universel, des natures officielles et solennelles, très intéressant. Ce discours vise à convaincre les Français de voter oui. De Gaulle insiste sur la nécessité d'un chef d'État fort et légitime, garant de la stabilité et de la continuité de la République. À mon avis, c'est une présentation parfaite. Par rapport au document 2, pareillement, ce document est la une du journal issu du quotidien Le Monde, daté du 30 octobre 1962. Il s'agit d'un article informatif annonçant les résultats du référendum. Voilà, le titre principal souligne la victoire du oui, bien que le non est dominé dans 14 départements. Ce document illustre un moment clé de la Ve République, marquant un tournant démocratique en France. Je considère que c'est parfait parce qu'en fait, ce n'était pas un document qui permettait de trop dire par rapport à une idée principale. Mais c'est très bien parce que l'élève a signalé ce qu'on voit. On montre aussi que le non a été important, avait dominé donc 14 départements. Et surtout que ces documents montrent un moment clé de la Ve République, voilà, qui va marquer effectivement un tournant, un changement démocratique en France. Voilà, par rapport au contexte historique, c'est un peu moins réussi, disons. Les 2 documents parlent. Moi, j'insiste, les documents ne parlent pas, n'ont pas de bouche, donc ils ne parlent pas. Les 2 documents les portent sur, peut-être, le référendum du 28 octobre 1962, organisé par Charles de Gaulle, président de la République. Il demande aux Français si le président doit être élu directement par le peuple. Avant, c'est un autre level, hein, ce n'est pas le même qu'avant. C'était un groupe de grands électeurs qui le faisaient. Après la guerre d'Algérie et son indépendance en 1962, de Gaulle veut un président plus fort pour garder la stabilité. Vous voyez comment c'est oui, c'est pas mal, bon, d'accord, les contextes historiques, ça va, c'est bien envisagé, mais surtout, c'est que la façon de s'exprimer, c'est pas trop bien, c'est pas trop bachivac, c'est pas trop bien réussi. Et finalement, les sujets, voilà, pas les sujets, pardon, l'argumentation, c'était sur la République de De Gaulle. En général, c'est pas mal. C'était encore une autre élève. Le début de la République gaulienne marque une rupture avec les institutions de la République. Face à l'instabilité politique et la crise d'Algérie, Charles de Gaulle met en place un régime plus stable et présidentiel. On peut alors se demander comment la 4e République s'impose comme un nouveau modèle politique sous De Gaulle. Moi, j'adore cette introduction. Je trouve que c'est très, très, très bien. C'est les sujets très bien amenés, la problématique très pertinente. Pour le plan de travail, dans un premier temps, nous verrons la naissance de la 5e République,
et la mise en place d'un pouvoir fort. Ensuite, nous analyserons les grandes réformes politiques, économiques, diplomatiques. C'est pour cela que j'accorde 1,05. Je vous laisse, voilà, jeter un œil au contenu. En général, c'est très bien. Voilà, donc on va passer à la quatrième séquence, la reconstruction de la démocratie en Espagne. On va parler de l'échec de la continuité du régime une fois Franco il décède. La construction d'un État démocratique, la constitution du 68 et la consolidation de la démocratie. Donc, vous voyez que c'est une séquence très, très longue. Et le défi, bien sûr, quels enjeux doit affronter l'Espagne et les Espagnols dans la construction de sa démocratie. Vous voyez que vous allez voir que c'est assez classique de voir l'Espagne et les Espagnols, la France et les Français. Donc, c'est important, d'accord? Ce n'est pas seulement l'Espagne en tant qu'abstraction, mais ce sont aussi les Espagnols. Hey, una Oui. vergüenza, tío. Ay. Pardon, je crois qu'il y a quelqu'un avec le micro, mais bon, je continue. Et, je profite pour vous dire, enfin, pour vous encourager à demander tout ce que vous voulez. Hein. Donc, on commence par l'échec de la continuité de régime, quelques documents qui me semblent très importants, très intéressants, le manifeste de la coordination démocratique, les serments voilà, de Juan Carlos I lors du décès de Franco, comme vous le savez, puisque la loi le marque comme ça. Et après beaucoup de complications, comme vous le savez aussi, Juan Carlos I est nommé comme successeur de Franco. C'est à la fin des années 60 que Juan de Borbón il va accepter que ça soit son fils le successeur de Franco. Cela a donné, comme je vous ai dit, pas mal de discussions. Et, donc, voilà, cette vidéo, c'est aussi une vidéo issue de la web de Radio Télévision Española, et voilà, qui montre effectivement comment Juan Carlos I prête serment devant effectivement les principes du mouvement, d'accord? Donc, les lois franquistes et les lois fondamentales du franquisme. Et on verra que, bon, d'abord, apparemment, on va continuer avec le régime. Qu'est-ce qui va se passer, d'accord? C'est un peu la question qui se pose. Quelques questions intéressantes. Pourquoi peut-on dire que l'opposition démocratique ne voulait pas une réforme, mais sur rupture avec le franquisme? Parce qu'effectivement, la question est, alors, on va continuer avec un franquisme, une dictature, disons, light, ou par contre, on va rompre avec les structures du franquisme et on va revenir à la normalité démocratique. Puis après, quelles sont les principales forces politiques de l'opposition et comment s'est produite la nomination de Juan Carlos I et devant quelle loi Juan Carlos I prête serment. Voilà. Puis après, on aborde la construction d'un État démocratique, Adolfo Suárez et la transition pactisée ou négociée. Bon, d'accord. Ce n'est pas une rupture totale avec les régimes, ce n'est pas une continuation non plus. Donc, c'est plutôt une négociation. C'est démanteler les régimes, revenir à la démocratie, oui. Signer une loi pour la réforme politique, c'est effectivement approuver, légaliser les partis politiques, les syndicats, mais petit à petit, d'accord? Donc là, je vous montre, enfin, on a énormément de documents de cette époque qui sont très intéressants. Moi, j'insiste sur le climat, pas d'instabilité, pardon, mais de violence, d'accord, à l'époque. C'est une époque, effectivement, enfin, tous les jours, il y avait quelque chose qui s'est passé. Et l'international, c'est-à-dire, vous voyez, la une de Libération, Espagne, naissance d'un État moderne, c'est-à-dire les contextes internationaux, voyez, regardez l'Espagne avec une énorme expectation parce que voilà, qu'est-ce qui va se passer avec l'Espagne? Comment est-ce que l'Espagne va continuer avec les régimes? Est-ce que véritablement les militaires vont laisser installer une démocratie en Espagne? Donc voilà, c'est une période compliquée, voilà, violente, mais une période voilà, très, très, très passionnante aussi. Donc là, j'ai mis voilà, les résultats des premières sélections.
c'est très intéressant aussi voir les résultats pour les partis de gauche. Comme vous le savez, lors des élections de 1967, on croyait que le Parti communiste allait pas gagner les élections, mais allait obtenir plus de votes que le Parti socialiste. Parce que, comme vous le savez, pendant la dictature, le Parti socialiste s'est complètement, je ne vais pas dire oublié, mais c'est complètement écarté, voilà, du panorama politique. C'était le Parti communiste qui avait beaucoup plus de poids, n'est-ce pas? On parle, voilà, de tous les exilés à Paris, en fait, voilà, qui partageaient avec les communistes classiques de Paris, voilà, des expériences, des discussions, etc. Et pas mal de discussions enfin, oui, des discussions, disons comme ça, et tandis que les socialistes sont restés un peu de côté. Mais par contre, dans la conférence, les rencontres à Suresnes, c'est vrai que le Parti socialiste est ressurgi avec une énorme importance. C'est vrai que le Parti socialiste va avoir un énorme appui du Parti socialiste français, mais aussi du Parti socialiste allemand. C'est Willy Brandt qui va appuyer énormément le Parti socialiste espagnol. D'accord? Donc, c'est drôle parce qu'on attendait que les partis communistes obtiendrait beaucoup plus de députés, et finalement, ce sont que 20. C'est pas mal, mais ce sont que 20. Voilà. Et puis après, on aborde la Constitution de 1978, comment voilà, on analyse la Constitution, on analyse les différents articles, comment s'organise la Constitution de 1978 par rapport à la séparation des pouvoirs, après ce pouvoir personnalissimo de Franco, comment ça règle la question territoriale, question très compliquée, très compliquée depuis toujours, et quelles forces politiques sont les auteurs de cette constitution. Voilà. On analyse les images, on parle, voilà, des pères de la constitution, etc. Et puis après, on parle de la consolidation de la démocratique, quels sont ces défis auxquels la récente démocratie espagnole doit faire face. Et là, voilà, je me concentre sur l'essai de coup d'État. Pour l'essai du coup d'État, je fais deux activités. La première, on regarde ces documentaires. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est un documentaire à propos les 23F et le 23F, comme si c'était une conspiration pour légitimer le rôle du roi et pour réussir à accorder l'Oscar à José Luis García. C'est une énorme fantaisie, d'accord, mais qui explique très bien, voilà, comment fonctionne la conspiration et comment peut-on faire une histoire parallèle par la manipulation des sources. C'est un documentaire de Jordi Évole que vous avez sur YouTube, donc c'est très bien si vous voulez le regarder. Si vous ne l'avez pas regardé, je le vous recommande. Et c'est très bien pour travailler en cours. Et de l'autre côté, il y a une autre activité que j'adore faire, et c'est de demander que les élèves demandent à leurs parents qu'est-ce qu'ils faisaient pendant le 23F. Parents ou grands-parents, parce que je me suis déjà trouvé des élèves qui m'ont dit mes parents étaient trop petits. Donc voilà, alors tes grands-parents, c'est bon. Et c'est génial parce que les élèves, c'est le moment où les élèves ils parlent avec leurs parents de l'histoire. Ils voient que leurs parents ou leurs grands-parents ont vécu des parties de l'histoire qui sont en train de travailler aussi en cours. Et c'est drôle parce que il apporte, voilà, les témoignages de leur famille, soit à travers un audio de WhatsApp, par exemple, soit à travers un petit résumé. Donc, c'est une vidéo, voilà, qu'on a enregistrée à maman, papa, voilà. Donc, c'est très bien, c'est très bien. Et c'est une façon, voilà, de partager, de maintenir la mémoire collective vivante.
Encore quelques détails importants. À partir le 23 septembre, comme vous le savez, il va y avoir des élections en 1982 et c'est la victoire électorale du Parti socialiste qui va coïncider en fait avec la victoire électorale du Parti socialiste aussi en France. Et je profite voilà, pour parler quels sont les défis du premier gouvernement socialiste. Tout ce qui va être le processus de reconversion industrielle, la lutte aussi du mouvement ouvrier qui va se considérer trahi par le parti, par le gouvernement. Bien sûr, l'entrée de l'Espagne dans la communauté économique européenne à ce moment-là. Les conflits avec l'État et les Galles, etc. C'est un moment effectivement d'attente, des violences, mais aussi un moment de développement, d'accord, de développement économique, de développement social, de réforme, etc. Et surtout, c'est un moment, disons, de consolidation de la démocratie, le moment où, après tant d'années de dictature, qu'un parti socialiste gagne les élections, à part laissons d'un côté les idéologies, les croyances, etc., c'est sans doute voilà, le fait que l'Espagne est entrée définitivement dans la démocratie. Et là, finalement, je termine par l'alternance à partir la fin des années 90, de la même façon qu'en France. Et voilà les défis, j'aborde un peu les caractéristiques de l'alternance, les gouvernements du Parti populaire, et le gouvernement du PSOE jusqu'à l'année 2008. Donc, si jamais vous vous demandez, alors, chronologiquement, tu arrives à quelle date? Moi, normalement, je m'arrête en 2008. Donc voilà. Et je termine cette partie, cette séquence par cette vidéo. Voilà. C'est aussi une chaîne de YouTube c'est une chaîne très drôle en fait. Elle s'appelle A Toda Leche. Et voilà, c'est une vidéo qui compile les défis voilà, du monde actuel. Donc là, je montre l'alternance par les gouvernements du Parti populaire, le Parti socialiste, Parti populaire encore et Parti socialiste, voilà, et les 4 axes, voilà, de nos jours, néolibéralisme, terrorisme, crise économique, mouvement émancipateur, et à ce moment-là, il me manque rajouter crise politique internationale. Donc, voilà. Mais je ne veux pas terminer l'histoire de l'Espagne d'une façon si triste. Donc, voilà. Je ne sais pas si on n'a pas trop de temps, parce que j'avais prévu corriger ensemble cette épreuve. Je ne sais pas si vous êtes trop fatigué et que vous ne voulez pas du tout vous mettre à corriger. Donc, je vous propose de lire, d'accord, tranquillement cette épreuve et essayer de la corriger chez vous. Si jamais vous voulez m'envoyer vos suggérances des corrections, je serai voilà, ravie de vous donner mon avis. D'accord. Je vous laisse sur le drive les documents. D'accord. C'est les preuves de l'année dernière. C'était le sujet historique, l'option B, qui portait sur le gouvernement de Felipe González entre 1982 et 1996. Il faut que je vous dise que c'est la première fois que je vois un sujet si contemporain. D'accord. Donc voilà, je vous laisse un exemple et si jamais vous voulez le corriger vous-même et me donner voilà, la correction que vous avez proposée, c'est bon. Mais sinon, je comprends, enfin, c'est presque la fin du webinaire. J'imagine que vous êtes déjà fatigué. Donc, voilà. Et pour terminer, dernière séquence, les défis de la Ve République à partir de 1969. Encore même chose qu'en Espagne, je divise en quelques parties. L'échec de la... Oh là là. Je suis désolée, mais j'ai copié directement la partie de l'Espagne à cette partie. Je suis désolée, mais je vous montre tout de suite comment je divise cette séquence. En tout cas, le défi, c'est très facile. À quel défi
doit faire face à la politique française après 1969. Donc voilà, oui, l'alternance, je commence par l'alternance politique. On va observer que à partir des années 80, on va assister à une alternance entre droite et gauche, mais jusqu'à les années 80, on va assister à un panorama dominé par la droite. C'est vrai qu'à partir de la démission de Charles de Gaulle, ça va être Georges Pompidou qui va se faire avec la présidence de la République. Et d'après le Premier ministre Chauvin d'Alma, on va inaugurer ce qu'on appelle la nouvelle société, d'accord, une nouvelle façon de faire politique, plus proche aux jeunes, plus proche aux ouvriers. On va essayer de mettre en place certaines réformes, mais c'est vrai que pendant les années 70, on va maintenir à la droite, d'accord, mais avec c'est son vie, voilà, de réformer un peu ou d'envisager des réformes. Encore très important, les premiers chocs pétroliers qui se produisent pendant les années 70, qu'il faut aussi aborder. Il faut faire que les élèves se rappellent un peu de tout ce qu'on a travaillé pendant les situations d'apprentissage précédentes. Donc voilà, je parle très peu, voilà, de Georges Pompidou et son décès en 1974 et sa substitution par Valéry Giscard d'Estaing, qui, comme vous le savez, il est décédé pendant la pandémie à cause de la Covid. Voilà, je profite aussi pour faire allusion à ce fait. À partir de 1981, on va assister à un changement, un détournement politique. C'est la victoire de François Mitterrand qui va se vivre avec un énorme enthousiasme. D'accord, c'est un peu la même chose que quelques mois plus tard, à la victoire de Felipe González dans les élections de 1982. Et là, je vous montre quelques documents intéressants. Le programme de campagne de François Mitterrand, cette caricature Séné, je crois, enfin, je me rappelle pas, voilà, où on voit deux personnes qui sont dans une terrasse ou dans un balcon d'un immeuble parisien. Ça, alors, le président est socialiste et la Tour Eiffel est toujours à sa place. Incroyable. Cela montre effectivement, même si la France est une démocratie complètement établie et complètement développée, c'est vrai que depuis les Fronts populaires, qu'il n'y avait pas un gouvernement socialiste. Donc voilà. Et des questions, voilà, par rapport au programme de la campagne de François Mitterrand. L'une des caractéristiques de cette époque, c'est la cohabitation politique, parce que dès qu'on voit l'organisation de la Ve République, on voit que la Ve République, enfin l'Assemblée est élue, le pouvoir législatif est élu pour 5 ans, mais le président de la République tous les 7 ans. De façon qu'on peut arriver à une situation assez, je ne vais pas dire anormale, mais assez bizarre, d'avoir un président de l'Assemblée, une majorité de l'Assemblée d'un parti et un président de la République d'un autre parti. Ce phénomène s'appelle la cohabitation politique. Et en fait, il va se produire de façon assez habituelle en France pendant les années 90. Et ces caricatures montrent effectivement la cohabitation entre Chirac et Mitterrand. Voilà comment ils sont hyper fâchés. Bon, tout le monde est d'accord? Non. Parfait, je vais porter ça au Parlement. Donc, il va y avoir des énormes discussions, des énormes contradictions et des énormes affrontements entre les présidents de la République et les présidents du gouvernement. Encore, je vous recommande un film par rapport à Mitterrand, Le Promeneur du Champ de Mars, un film délicieux à propos des dernières années de François Mitterrand. Et encore des questions. Et finalement, pour les années 2000 en France, on voit les défis de l'actualité et on observe ce qui va marquer la politique en France à partir des années 2000 est l'abstention, d'accord, et l'apparition, voilà, d'une extrême droite de plus en plus importante, d'accord.
on va voir aussi, on va constater un détachement, un important détachement des Français et des Françaises face à la politique. Voilà. Et là, je montre voilà, un questionnaire pour répondre à travers cette vidéo. Cette vidéo est d'une chaîne française qui s'appelle Anti-Sèche. C'est très bien Anti-Sèche, c'est une chaîne d'un étudiant voilà, qui propose des révisions pour le bac, des révisions pour les premières années d'université. C'est très, très bien. Donc là, il fait un résumé de tout ce qui va supposer le gouvernement de la France à partir de 1949 et les défis de la France actuelle. Réponse voilà, aux questions à travers ce questionnaire et comme toujours à travers cette série. Voilà. Et finalement, encore une vidéo pour parler, pour aborder le rôle de l'Espagne et la France dans la construction européenne. C'est une vidéo de Lumi présentée par l'AMI qui fait partie de C'est pas sorcière, une émission de la télévision française, j'aime pas l'AMI, de la télévision française qui est très bien, d'accord, très pédagogique. Donc, je propose 10 questions, d'accord, un questionnaire en 10 questions à travers cette vidéo. Et finalement, j'aimerais vous montrer mon activité. Maintenant, nous sommes dans Calle del Marquès de Cubas. Ça vous dire quelque chose? Non? Ok, je vous explique. J'aime bien terminer l'année, pas seulement cette situation d'apprentissage, mais l'année par une activité finale collaborative. D'accord? Donc, cette année, j'ai décidé de faire un parcours historique et sentimental par la communauté de Madrid. Donc, l'objectif est connaître les lieux où se sont déroulés des événements historiques clés qu'on a vus pendant toute l'année, particulièrement à Madrid, un peu conocimiento del medio. L'idée est de réfléchir à un moment historique de l'intérêt de l'élève et trouver, visiter le lieu et le marquer dans une carte de Google Maps collaborative. Donc, j'ai ouvert voilà j'ai fait disons à travers Google Maps une pestagne, je ne sais pas comment vous dire, mais oui, voilà, une étiquette parcours historique par la communauté de Madrid, ça s'appelle comme ça, et les élèves qui ont le lien voilà, de Google Maps, ils vont fixer, d'accord, les lieux qu'ils visitent. Il faut qu'ils décrivent un peu le lieu et puis après, qu'ils fassent quelque chose dans ce lieu, qu'ils expliquent les événements qu'ils se sont produits, c'est-à-dire qu'ils préparent, je ne sais pas, une petite présentation sur Canva, sur PowerPoint ou sur document Google ou comme il veut. Qu'il fasse une petite vidéo, qu'il voilà, qu'il représente les événements qui se sont passés. Donc, je choisis voilà cette vidéo qui ont préparé 3 élèves de mon cours de Bashiva qui sont hyper contents de partager avec vous le lieu qu'ils ont choisi. Ils ont choisi la calle del Turco, qui ne s'appelle plus comme ça, mais où il a été assassiné le général Prim pendant en 1970. D'accord? Donc, je vous montre. Moi non plus, mais si je vous disais que la rue avant s'appelait Calle del Turco? En 1868, la Révolution glorieuse atteint son objectif d'exiler la reine Isabelle II et proclamer un État décidé comme le suffrage universel. Un gouvernement provisoire est proclamé en 1869 avec le général Francisco Serrano comme régent et Juan Prim comme président du Conseil des ministres. Le Parlement choisit l'aristocrate italien Amédée de Savoie, qui est défendu par Prim. Une décision que, bien votée démocratiquement, a été vue par certains adversaires politiques comme terrible, alors que Prim est assassiné par eux le 27 décembre 1870 dans la rue du Turco, quand il voyage dans son charrette depuis le Congrès. Plusieurs personnes sont suspectées de l'attentat, comme le duc de Montpensier, qui avait été rejeté par Prim comme candidat au trône. Le général Serrano, qui pourrait avoir peur
peur de la perte de sa position politique à cause de la proclamation d'Amédée comme roi, parce que Serrano était le chef d'État-région qu'on avait dit avant, ou les députés républicains, José Paoli Angulo, qui pourrait avoir de l'aine vers prime pour avoir opté par la proclamation d'une nouvelle monarchie au lieu d'une république. Aujourd'hui, ces rues, rebaptisées Calle de Marqués de Cuba, restent un témoignage silencieux d'un événement majeur et d'une référence essentielle pour comprendre l'histoire de Marie et l'Espagne. L'assassinat de Juan Prim a marqué un tournant décisif dans le destin politique de l'Espagne. Plongé le pays dans une période d'instabilité qui a abouti à l'abdication d'Amadée Ier en 1873 et à la proclamation de la Première République. Ces lieux rappellent les tensions politiques de l'époque et les difficultés rencontrées dans la construction d'une Espagne moderne, marquée par la lutte entre monarchistes, républicains et militaires. Donc voilà, je le trouve très intéressant. C'est une activité que les élèves adorent faire et cela leur permet voilà, de connaître directement l'histoire et voilà, de fermer l'année d'une façon, je crois, agréable et amusante. Alors, donc, en tant que bilan, on a parlé énormément à propos des défis de l'Espagne et la France après la Seconde Guerre mondiale et leur processus de reconstruction démocratique. Chaque pays a un rythme différent, bien sûr. Et on a vu comment aborder ces contenus, ces savoirs basiques à travers cette situation d'apprentissage, cette dernière situation d'apprentissage, et comme toujours, des exemples d'activités et d'évaluation. Est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse comme toujours cette présentation et si jamais vous avez après des questions, je suis disponible à travers le courriel si jamais vous voulez poser quoi que ce soit. D'accord? Donc, je vous remercie énormément pour ces après-midi d'histoire, de situation d'apprentissage, de partage des pratiques. Voilà. Et voilà, j'espère vous voir très bientôt. Merci beaucoup, Maria. Merci à tous. Voilà, c'est ce qu'on avait demandé à Maria, que ça soit très concret, voilà, sur les séquences d'apprentissage. Donc, merci pour ce partage de séquences et de la dernière activité aussi pour tes élèves qui est très concrète et qui leur fait effectivement réaliser que l'histoire est visible quand ils se promènent aussi. Je terminerai juste pour vous dire que l'ensemble des webinaires seront mis sur notre site internet la semaine prochaine. Comme ça, si vous avez des collègues aussi qui veulent les voir, ils pourront, qui les ont ratés, en plus du drive que Maria a partagé. Un grand merci à toutes et à tous. Et à très bientôt, moi aussi j'espère.